êtes là ? Chut ! Surtout, vous ne me répondez pas. Il ne faut pas qu'il s'aperçoive que... Oh, s'il savait, ce serait la fin des haricots. Ah, je sais, ce n'est pas la saison. Mais quand même, imaginez que cela finisse alors que cela n'a pas encore commencé. Où irait-on ? Je vous le demande. Pardon ? Pardon ? Oui, dehors. Oui. C'est une bonne idée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été dehors. Oh, je ne parle pas ici de la promenade hebdomadaire dans le parc, comme ils disent. Tu parles d'un parc. On en a fait le tour en à peine 10 minutes, alors parc, tu repasseras un jardin, voire même un jardinet. Donc, ne vous manifestez pas. Le seul fait de vous savoir ici me remplit de joie. Ça faisait longtemps. Où en étions-nous restés la dernière fois ? Non, ne répondez pas. D'abord parce que... mais aussi parce qu'il faut que je fasse travailler ma mémoire. Mais non, je n'ai pas Alzheimer. Mais ça fait tellement longtemps que je suis ici que je finis par me perdre. Vous savez, tous ces repères spatio-temporels qui petit à petit s'estompent. Qui plus est, je ne vous reconnais pas tous. Peut-être vous. Ah, vous aussi. Ah, et vous, peut-être. Et en plus, vous êtes dans la pénombre, alors c'est difficile. Mais quelque part, c'est tant mieux. Il ne manquerait plus qu'en plus, il vous voit. Bon, écoutez, le plus simple est que je reprenne depuis le début. Que ceux qui sont déjà venus veuillent bien m'excuser, mais dans le doute. Tiens oui, commençons par le doute. Tout a commencé à cause du doute. Oui, c'était il y a il y a bien longtemps. Une trentaine d'années peut-être. C'est une chose qu'ils ont réussi. Me faire perdre les repères. Une trentaine. Pas 40, non. Arrêtons-nous à une petite trentaine. 30 ans, c'est déjà un bail. Il y en a ici qui, si ça se trouve, n'ont même pas cet âge. Pour eux, je vais faire un rapide historique. Nous sommes en l'an 2000, 2015, non, un peu plus tard, 2016. Oui, c'est ça, 2016. L'année où débutent les grands mensonges. Dans ces années-là, le fameux label Vérus n'existait pas. Vérus, cela veut dire vrai en latin. Notre grand notonnier n'était encore qu'un jeune homme de moins de 40 ans. Il n'avait pas encore atteint la grande sagesse qu'on lui connaît aujourd'hui. On le voyait partout avec sa maman. C'était presque officiellement son tuteur en politique. Pourquoi n'ai-je pas dit tutrice ? Que voulez-vous, on ne se refait pas. J'aime mélanger les genres. Mais je m'égare. Revenons à cette année 2016. Ni les journaux, ni les radios, ni les télés n'avaient encore le fameux label qui les obligeait. Ils pouvaient donc en toute impunité raconter n'importe quoi. Oh, ils ne s'en sont pas privés. On nous a vendu le trentenaire comme un paquet de lessive, comme quelque chose qui allait laver plus blanc. On allait voir ce qu'on allait voir. Le pouvoir, car il s'agissait bien de cela, n'allait plus être de droite ou de gauche, il allait être en même temps. En même temps quoi ? En même temps tout, un grand tout qui serait en même temps rien. Et je me dois de vous avouer qu'à cette époque, bien que sceptique, j'étais en même temps séduit. J'ai participé au début du grand désordre qui s'immisçait insidieusement dans nos vies, sous prétexte de, en même temps, remettre de l'ordre, ordre qu'il a bien fallu défendre à coups de matraque et autres flashballs. C'est là que tout a commencé. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et ceux qui étaient en même temps pour et contre. Notre grand notonnier commençait son travail. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé de main morte. Non, des éborgnés, des mains arrachées, un boxeur condamné, et même une pauvre mamie morte pour être à sa fenêtre. En même temps, la curiosité est un vilain défaut. Que faisait-elle à la fenêtre à regarder passer une manif ? Enfin, comme je vous le disais, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Il y avait d'un côté les scandalisés et de l'autre les scandalisés. Les uns par le bordel et les autres par la répression.
Et les deux camps avaient leur vérité, convaincus que ceux d'en face étaient dans l'erreur. Et petit à petit, le fossé s'est creusé. De rigole, il est devenu tranché pour finir en abîme. Ah, bien sûr, cela ne s'est pas fait en un jour, il en a fallu du travail. Tous les jours, il a remis l'ouvrage sur le métier. Le futur grand notonnier n'a pas ménagé sa peine, croyez-moi. Il a commencé par les corps constitués. Comment ? Simplement en les invisibilisant. Mais ne me regardez pas comme ça. Dites-moi. Non, chut. C'est une expression. Pouf, pouf, je recommence. Écoutez-moi. Il n'y a pas que moi qui ai des soucis spatio-temporels. Vous ne vous souvenez pas, vraiment ? Les grands débats. Mais c'était quoi ces palabres décentralisées ? De la poudre aux yeux pour qu'on oublie les syndicats, les élus et tous les corps intermédiaires. Jupiter descend voir les gueux, et il leur parle directement. « J'ai entendu votre malaise et en même temps vous allez écouter mes réponses. » À ce moment, ça ne m'atteint pas. J'écoute d'une oreille distraite, plus impressionnée qu'intéressée, impressionnée par le temps de parole, quelquefois 7 heures. Vous vous imaginez, vous, 7 heures de vide, 7 heures de zigzag, de slalom d'un poncif à l'autre. En même temps, on peut dire que c'est une performance. Mais chez moi, première fissure. Je prends le parti d'en rire. Peut-être première transgression avant la fêlure. Oh, je ne sais pas s'il y a des fêlés parmi vous, mais la seule certitude que j'ai encore aujourd'hui, c'est que quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus, même avec la meilleure volonté du monde, les refermer. Et moi, j'ai ouvert les yeux le 19 avril 2019. Allez, petite question. Attendez, il faut juste penser à la réponse, d'accord ? Chut, parce que, vraiment, je vous fais pas de dessin. Donc la question est, que s'est-il passé le 19 avril 2019 ? Vous avez la réponse ? Oui ? Non ? Je vais vous le dire. La conférence de presse de notre futur grand notonnier est annulée. C'est vraiment pas de chance, le jour où il devait apporter des réponses au cahier de doléances. Oh, j'espère que vous vous souvenez de l'épisode cahier de doléances, cette trouvaille de communicants. Cela sonne Révolution française. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas de chance. La conférence télévisée annulée pour cause d'incendie de Notre-Dame. Ce qui m'a fait ouvrir les yeux, la concomitance des dates un peu, mais surtout le sourire des 2 plus hauts responsables de l'État en arrivant sur les lieux. Non, trop, c'est trop. Surtout que les réponses seront remplacées par le projet de réforme du système des retraites. Quand à l'époque je dis cela, la plupart des gens de mon entourage lèvent les yeux au ciel et haussent les épaules. Dans les rues, les gilets jaunes sont remplacés par des manifestants contre la réforme des retraites. Ah, les syndicats reprennent des couleurs, les vendeurs de merguez du chiffre d'affaires. Les rues de la capitale et des grandes villes de France résonnent de slogans du genre « Augmentez les salaires, pas l'âge de la retraite ». Le haut-commissaire nommé par notre futur grand notonnier est obligé de démissionner. Ah oui, il a juste omis de déclarer qu'il administrait, contre rémunération, un institut de formation auprès de sociétés qui retenaient leur souffle subodorant quelques bonnes affaires à venir. En même temps, nous sommes mi-décembre 2019. La trêve des confiseurs arrive à grandes enjambées. La vente de merguez, elle, ne faiblit pas, mais parce qu'il y a toujours un « mais » dans ces histoires. Nous sommes en décembre 2019. Fin de l'année 2019. Ah, il n'y a rien qui percute ? 2019, année des Gilets jaunes. 2019, des manifestations contre la réforme des retraites. 2019, Covid-19. Eh oui, parce que 2019... quel timing ! Voilà un virus qui tombe à pic. Surtout que, entre nous, ce n'est pas une banale épidémie. Non, c'est une pandémie. Pandémie qui peut être déclarée, selon une organisation mondiale, même en l'absence significative de morts. Il suffit juste, depuis 2009, d'une ampleur géographique importante. Et notre brave virus infecte dans tous les continents en même temps. Moi qui pensais qu'en même temps était un tic de langage.
Ce virus est non seulement brave, mais il est prévenant. Il va nous laisser tranquilles pour les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas mignon ? Nous pourrons passer les fêtes dans la joie familiale, et puis janvier, février, mars, tout augmente. La peur aussi. Le « nous sommes en guerre » répété 12 fois par notre futur grand notonnier dans son discours du 16 mars appuie sur l'accélérateur. On se confine ? Non, mais en même temps, seuls les déplacements hautement nécessaires sont permis. Plus de réunions entre amis ou en famille. Tout manquement sera puni, chacun chez soi. On invente des concepts comme les indispensables, les gestes barrières ou encore la distanciation sociale, le présentiel. Puis, tous les lieux de convivialité sont fermés. À quelques exceptions près. Les plages, elles, deviennent dynamiques. Ce qui en clair signifie qu'on peut se promener sur les dites plages, mais surtout ne pas s'asseoir. Le seul endroit où on a le droit, je veux dire de s'asseoir, c'est le métro. Non seulement ce virus est prévenant, mais en plus il est compréhensif. C'est vrai, non, il faut que les indispensables puissent se rendre à leur travail. En parlant de travail, vous vous souvenez que nous étions fortement invités à jouer de la casserole tous les soirs à 20h pour remercier les essentiels de la santé ? C'est vrai qu'ils ou elles étaient essentiels, qu'ils étaient plus que nécessaires pour la crédibilité du narratif. Ouais, ça y est. J'ai lâché le mot narratif. Récit utilisé comme technique de communication politique, en marketing, en management, destiné à renforcer l'adhésion du public aux idées d'un homme politique ou d'un parti, à une marque, à une entreprise, etc. C'est ici la définition du Larousse. Souvenez-vous de ce mot pour la suite. Et pour accentuer le besoin de soins, notre futur grand notonnier... Ah, je vois depuis le début vos regards interrogateurs à chaque fois que j'utilise ce mot. Et puisque je suis dans les définitions, pour notonnier, le Larousse nous dit « personne qui conduit un navire, une barque, bref, un pilote ». Je reprends. Donc pour accentuer ce besoin de soins, notre futur grand notonnier ira inaugurer un hôpital de campagne le 25 mars 2020 à Mulhouse. Il y parlera de guerre, mais aussi de soignants, comme de fantassins en attendant une arme définitive pour vaincre ce virus. On sait aujourd'hui que cette arme était déjà prête. Mais, et je vous l'ai déjà dit, dans ces histoires, il y a toujours un mais. Donc, il fallait impérativement que la peur, que dis-je, que l'angoisse soit palpable dans la population. Et tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Une partie de la population commence à se poser de sérieuses questions. Le confinement qui ne disait pas son nom, le port du masque, interdit puis obligatoire, les hôpitaux surchargés dans lesquels les personnels filmaient des chorégraphies improvisées pour tuer le temps, etc., etc., tout cela oblige notre grand notonnier à prendre la décision de se séparer de son Premier ministre. Il lui faut un nouveau Jean Moulin face à ce virus plus qu'invasif. Faute de Moulin, il nomme le 3 juillet 2020 un autre Jean à Matignon. Et celui-ci nous dit que nous devons anticiper. Pour cela, il renforce l'obligation du port du masque et nous intime de nous faire tester beaucoup plus souvent. Des barnums fleurissent dans nos rues où on nous accueille en brandissant les couvillons salvateurs. Celui qui nous permettra d'aller l'esprit en paix, rendre visite à nos anciens. Ne l'oublions pas, ils sont fragiles. Et ce Jean, bon comme le bon pain, va prendre soin de nos peurs. Toujours en 2020, au mois de novembre, il nous dira « À ce stade, ce serait un léger assouplissement au confinement. Les choses sont très compliquées, mais en même temps, elles sont simples. La première chose que nous avons devant nous, ce sont les réveillons, qui sont des usines à Covid. Si on a une chose à traiter, c'est ça. » Et l'année suivante va leur paraître interminable. Ils savent que l'arme absolue est prête. Ils sont impatients de l'injecter à leurs administrés. Je vous passe les détails. Projetons-nous en cette fin d'année 2021. Petite question à laquelle vous répondrez sans ouvrir la bouche parce que, je vous fais toujours pas de dessin. Un prénom pour cette fin d'année.
Allez, un prénom comme un symbole du soulagement voulu par nos élites, comme l'emblème du grand ouf que la population en chœur va reprendre. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas mis sur la voie. Voyons, ce prénom c'est alors mais Morissette, bien sûr, notre première injectée nationale, morte depuis. Son mari n'arrêtera pas de clamer que cette mort est due à ce remède, mais personne ne l'écoutera, bien sûr. Bon, enfin, quittons ces classes populaires pour parler des élites économiques. Elles savent une chose. Ce qui est rare peut être vendu cher. Eh bien, c'est la même chose pour cette injection. On va nous dire que le remède miracle arrive par étapes. On entretient l'impatience. Et puis on lâche les chiens. Début 2022 verra la floraison des vaccinodromes. Néologisme vestige de la répétition générale de 2009. On y injecte à tour de bras, même les femmes enceintes. Jean, toujours prompte à alimenter un quelconque bêtisier, nous inondera de ses exhortations et autres obligations comme par exemple boire son café assis, debout c'est interdit, ou mieux encore, pour ne pas engorger les hôpitaux, le mieux est de ne pas tomber malade. En parallèle, les scientifiques qui osaient émettre des doutes sur les choix gouvernementaux étaient voués aux gémonies, telle cette directrice de l'INSERM, spécialiste reconnue de l'ARN, ou encore ce Marseillais expert des maladies infectieuses. Ils sont traînés dans la boue, les médias officiels n'ont pas de mots assez calomnieux à leur égard. Voilà où nous en sommes quand tout a commencé. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de la réforme des retraites. Il va falloir travailler plus longtemps pour que le régime ne s'effondre pas. Ça, c'était le discours officiel, ou comment jeter de l'huile sur le feu. Je m'explique. À cette époque, les jeunes étaient persuadés qu'ils n'auraient pas de retraite. Mais l'insistance des élites sur le déficit du régime va les persuader que tout cela est de la faute des... comment les appellent-ils déjà ? Les boomers, oui, voilà. Les boomers, des privilégiés qui se moquent des générations à venir. Avec ma cinquantaine naissante, je fais partie de ces salopards. Que voulez-vous ? Même si la plupart des têtes grises ne l'ont pas connu, ils se souviennent et savent ce que veut dire Ausweis. Les trentenaires ne les comprennent pas, eux qui sont si fiers de brandir leur QR code pour prendre un café. Et me voilà catalogué, boomer anti-vax. Au début, je vais essayer de minimiser. Ok, si j'ai l'âge d'un boomer, je suis moi aussi touché par la réforme des retraites. Et puis je ne suis pas anti-vax, j'ai fait jusqu'à ce jour tous mes vaccins et même les rappels. Si ma propre famille ne me fait pas savoir que je suis persona non grata, on m'ostracise. Port du masque et distanciation sociale obligatoire, même à la maison. Le débat ne peut pas avoir lieu. Pour certains, l'ivermectine est un médicament vétérinaire, quand pour d'autres, le professeur marseillais est un charlatan. Comment voulez-vous dialoguer dans ces conditions ? Alors, je me trouve une autre famille, une famille choisie, celle avec qui, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez échanger. Et je la trouve sur les réseaux sociaux. Oh, j'en vois qui font la tête, là. Le réseau social, c'est pas un gros mot, hein. Pour les plus jeunes, c'était avant que l'IA ne devienne l'IA, l'intelligence absolue. Ah, je sais, ça va vous paraître bizarre. C'était un espace où l'on pouvait donner son opinion, être contredit, mais aussi contredire l'opinion des autres. Et tout cela par écrit sur nos ordinateurs ou sur nos smartphones. C'est vrai que maintenant on n'écrit plus, qu'avoir un ordinateur vous fait passer pour un humain du Néandertal. Aujourd'hui, tout se passe sur vos e-smart et vous dialoguez avec votre IA personnel. Oralement, bien sûr. Mais ça remonte à quelle année ? 2033, 2034, je me souviens plus bien. Je me rappelle 2033, l'interdiction. Que dis-je, l'interdiction ? L'éradication des réseaux sociaux. Ce fut une des premières mesures prises par notre grand automnier. Oh, nous sommes quelques-uns à avoir réussi à contourner, mais, je vous l'ai dit, il y a toujours un mais. L'arrivée de la 8G a anéanti nos velléités. Il ne nous restait plus qu'à nous plier. Certains se sont repliés sur leur famille. J'ai essayé. Peut-être n'aurais-je pas dû.
La réélection de notre vénérable notonnier, après 2 mandats et une pause de 5 ans, coïncide avec la paix aux portes de l'Europe. Coïncidence du calendrier ou... Enfin, ne me forcez pas à dire des choses qui pourraient me valoir d'être privé de jardin, s'il vous plaît. Toujours est-il que son élection est un plébiscite. Après 5 ans d'un bordel savamment entretenu, les électeurs se sont portés en masse sur un ancien qui a su se faire oublier. Dès la fin de son 2e mandat, il est parti pour les îles. Pendant ces 5 années qu'il passe sur les îles anglo-normandes, il n'existera que quelques jours dans la rubrique nécrologie pour la mort de maman. Sans elle, 2032 a été plus facile. Il a endossé le costume du veuf qui, buriné par les vicissitudes de la vie, a compris. Et les Français se font avoir une fois de plus. On oublie le flou de la Constitution. C'est tout juste si l'opposition institutionnelle ose présenter des candidats. Un boulevard s'ouvre devant lui. Tellement large qu'à peine élu, la semaine suivante, il rebaptise en grande pompe la place de la Concorde. Elle devient place de la flamme éternelle. Eh oui, il fallait oser. Il paraît que c'est à ça qu'on les reconnaît. Vous vous en souvenez ? Ah bah écoutez, c'était le dimanche 30 mai, jour de la fête des mamans, qu'on appelle aujourd'hui fête des gens qu'on aime. Vous ne pouvez pas ne pas vous en souvenir. C'est ce jour-là que l'obélisque a été remplacé par une statue de maman avec tous ses attributs. Vous voyez, la mémoire vous revient. Il fera un de ces discours dont il a le secret. 2 heures pour tout et ne rien dire, en même temps. Les gens qui ne sont rien, comme il aime à les nommer, sont choqués. Mais ils ont le choc intérieur de peur de passer pour des réactionnaires. A contrario, toute la grande presse trouve cela moderne. Vous avez là la plus belle des démonstrations, s'il en était besoin, de la perversité du label Vérus apposé aux médias collabos. J'ai l'impression que même dans les familles, le choc reste enfui au tréfonds de chacun. Dans la mienne, si l'on parle de cette journée, on parle du soleil qui inondait la place, du cheval de la garde républicaine qui s'est cabré et d'autres billevesées. Sur la statue, on ne dit mot. Quant au nom de la place, personne n'a fait ou voulu faire de recherche. Lors d'un déjeuner familial, je mets le sujet sur la table. Les uns détournent le regard, d'autres font ceux qui n'ont pas entendu, et les plus téméraires ont une envie pressante. Pas facile, hein ? Je me tais jusqu'au dessert. Et là, sans avoir l'air d'y toucher, je parle de l'Irlande, de ses paysages énigmatiques, des légendes celtiques et de Brigitte, autrement nommée déesse de la flamme éternelle. Au milieu du brouhaha qui s'ensuit, un mot réapparaît, un mot oublié depuis les années 2020. Complotiste. Les invitations aux réunions de famille se feront rares et je ne pourrai pas approfondir mon propos. Je vais le faire ici. Brigitte, déesse de la flamme éternelle, préside au changement et au renouveau. Elle porte l'énergie de la flamme inspiratrice. Je laisse cela à votre sagacité. Aujourd'hui, mais surtout demain, nous vivrons dans un théâtre d'ombre. Il est temps de faire la lumière. C'est ce que je me dis en ce début d'été 2032. Pas facile de se trouver une famille. Les gardes-chiourmes du label Vérus chassent en bande organisée sur les réseaux sociaux. Les têtes tombent plus vite qu'elles ne poussent. On sent bien le changement et le renouveau arriver en toute hâte. Avec ma bien-aimée, nous partons passer l'été en Bretagne. Là, loin des grandes métropoles et de la bien-pensance, nous reprenons espoir. La France n'est peut-être pas morte. Mais, il y a toujours un mais, hein. Un ami nous fait remarquer qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ici, nous ne sommes pas en France, nous sommes en Bretagne, et cela change tout. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce détail géographique. En ce mois de juillet, je veux faire mien ce vieil adage qui veut que quand on cherche, on trouve. Alors, j'ai beau désirer, prospecter, fouiller, rien, je ne trouve rien. La résistance a disparu. Vérus a gagné sans combattre, simplement par la peur. Mais souvenez-vous, dans chaque histoire, il y a un mais. La loi de l'attraction, que d'autres appellent la synchronicité, va me tomber dessus le 15 août.
le 15 août. Aujourd'hui encore, je me demande si c'est un signe. Bref, ce 15 août 2032, il pleut. J'entre dans un café pour ne pas contredire ce dicton breton qui dit qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Je m'assois, commande un café. Comme dans tous les bars, la télé est allumée sur une chaîne estampillée. On y voit un homme menotté et emmené sans ménagement par la police. Et le commentaire nous apprend qu'il a été surpris en train de cracher sur la statue de maman. Je ne sais pas pourquoi une lecture d'adolescence s'impose à moi. J'irai cracher sur vos tombes, de l'homme aux multiples facettes qu'était Boris Vian. Seul devant mon café, je ris. Après la pluie, le soleil. Et je continue ma déambulation à travers la ville en attendant la fin du bain de ma bien-aimée. Ce n'est que quelques jours plus tard que je percute. Sur mon réseau social préféré, je vois Boris Vian, sans espace. Ce pseudo me ramène dans le café et au reportage vu à la télé. Et c'est forcément vrai, puisque c'est vu à la télé. Et surtout, ce n'est pas forcément une coïncidence. Sans avoir l'air d'y toucher, je commente le fameux Boris Vian. Il me répond, et de fil en aiguille, de futilité en fausse légèreté, nous comprenons que, peut-être, nous sommes dans la même recherche. Une famille de pensées. Je vais passer la fin du mois d'août à échanger avec celui que je vais appeler simplement Boris. Septembre, retour dans la capitale. Je suis décidé à rencontrer ce Boris. Pas facile, d'une part d'être sûr qu'on n'a pas affaire à un bot, et d'autre part que c'est un humain qui cherche la même chose que moi. Surtout que, nous sachant, lui et moi, surveiller, on ne s'exprime que par périphrase. Pour que vous compreniez, je vous donne juste un exemple. Quand il s'est agi de savoir où l'on habitait, il m'écrit, je cite, « Magnifique, la statue sur la place de la Flamme éternelle, l'avez-vous déjà vue en vrai ?» Je lui réponds, « Pas encore. » Voilà sa réponse. J'ai la chance de passer devant au moins 3 fois par semaine quand je suis en présentiel. Fatalement, je sais qu'il habite Paris, mais lui a des doutes. Je l'élève en lui disant que, si le week-end prochain il fait beau, ce sera le but de notre promenade. La marche à pied est un exercice que nous aimons faire avec ma bien-aimée dans notre ville lumière. Bref, d'échange en échange, d'approximation en détour, nous arrivons à convenir d'un rendez-vous le samedi 16 octobre en début d'après-midi sur la friche laissée par la destruction de la bibliothèque François Mitterrand. Destruction dont vous vous souvenez, elle a eu lieu en janvier 2027, comme un feu d'artifice clôturant les 2 premiers mandats de notre grand automnier. Il est vrai qu'en ce 21e siècle, le siècle de l'IA, tourner des pages devenait superfétatoire. Il s'est quand même trouvé une partie du pays pour juger cela opportun. Enfin, vers 13h, je suis sur place. J'avoue que j'ai du mal à localiser l'endroit où je dois entrer. L'itinéraire de Boris n'était pas très clair. Il m'écrivait simplement « J'adore le cinéma à la française ». Il a fallu que je comprenne que l'entrée se trouvait sur l'avenue de France à la hauteur de l'ancien cinéma. Bref, une fois entré dans la friche, je joue au petit poussé, je suis des taches blanches, elles me conduisent sous une dalle, quelques dizaines de mètres à me faufiler entre les gravats et je me retrouve dans une grande salle. Vide. Personne. Boris n'est pas là. Peut-être suis-je en avance. Je ne peux pas le vérifier, mon téléphone est resté à la maison. Eh oui, attention à la localisation. Je m'assois sur un morceau de béton et j'attends. J'attends un certain temps. Cela me paraît une éternité. À chaque bruit, je sursaute, je me lève, me rassois, me relève, me rassois. C'est épuisant. Là, j'entends un brouhaha. La flicaille ? Boris serait-il un infiltré ? Je me cache comme je peux et à nouveau l'attente. J'avoue que je suis anxieux. C'est un groupe de gens normaux, comme vous. On dirait des touristes qui visitent les vestiges de la patrie de Victor Hugo. Ils sont une vingtaine qui discutent, mais d'où je suis, je ne parviens pas à comprendre ce qui se dit. Et pour paraphraser Boris, l'écrivain, je vais me lever, parce que j'en ai assez d'être à plat ventre, mais surtout parce qu'il me vient des fourmis.
Je me lève. Tout le groupe recule. C'est eux qui sont anxieux maintenant. Un homme s'avance, il n'est pas très grand, il a le regard franc et le sourire aux lèvres. « Je suis Boris », me dit-il. Je souris, le groupe s'avance. « Nous sommes Boris », proclament-ils tous ensemble. « Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. » Attendez, vous êtes tous Boris ? Mais alors avec lequel ou laquelle j'ai échangé ces derniers mois ? Avec moi, dit l'un. Avec moi, dit l'une. Et avec moi aussi, dit l'autre. Et moi, dit un autre qui était à l'arrière du groupe. Le petit homme s'avance et me regardant droit dans les yeux me dit « Comme tu viens de l'entendre, nous sommes tous Boris. C'est l'union qui fait notre force. » C'est ce jour-là, sous la dalle de ce que fut la grande bibliothèque, que je devins moi aussi Boris. J'ai trouvé une famille. Comment le dire ? Une famille de colibris. C'est Emmanuel qui l'a défini comme ça. Ah, pardon. Emmanuel, c'est le petit homme. Il m'a dit, moi, c'est Emmanuel. Personne n'est parfait. Tu sais, les colibris, ce sont des petits oiseaux qui ne peuvent pas faire de grandes choses. Simplement parce qu'ils sont petits. Mais si chacun à sa mesure fait toutes ces petites actions, elles finiront par miner et renverser la montagne. Tu comprends ? C'est ça notre raison d'être. Et puis il m'a expliqué le fonctionnement du groupe. Jamais tous ensemble, sauf pour accueillir un nouveau. Sinon on marche par trois, tant pour les infos que pour les actions. Cela veut dire un passe l'info au deuxième, qui la passe au troisième, et ainsi de suite. Je lui réponds que pour l'info je comprends, mais pour l'action on commence à voir qui est d'accord. On n'a pas à savoir qui est d'accord. Chacun fait selon sa conscience et ses disponibilités. Ça s'appelle la confiance et la liberté. Ça te va ? Ça me va. Je me souviens comme si c'était hier de ma première action colibri, comme je vais les appeler. Il s'agissait simplement de faire comprendre à au moins 10 personnes que le label Vérus était sûrement la plus belle arnaque du siècle. Ah, bien sûr que j'étais d'accord avec cette action, mais j'ai mis une petite semaine à trouver mon angle d'attaque. J'ai décidé de commencer par une simple question. Vous travaillez beaucoup ? Je suis certain que la majorité de mes interlocuteurs vont répondre oui, et quand ça ne sera pas beaucoup trop. Ce à quoi je répondrai « Qu'est-ce que vous devez être en bonne santé ? Vous avez vu à la télé ? Ils disent que selon une étude récente, le passage de l'âge de la retraite à 70 ans permet à nos aînés de gagner 3,65 ans de vie en bonne santé. Elle n'est pas belle, la vie ? Quelle n'a pas été ma surprise ? La grande majorité de mes interlocuteurs me répondent qu'il ne faut pas croire aux conneries racontées dans les médias Vérus. C'est pas là, attendez. Le grand étonnement arrive quand j'ajoute « à qui on dit merci ?» La plupart des gens haussent les épaules et s'en vont. Quelques-uns osent me répondre et c'est du genre « je n'ai pas l'habitude de remercier les cons ». Quand on débriefe avec mes 2 partenaires, on s'aperçoit de 2 choses. La première, c'est que la majorité ne s'aventure pas à donner son avis. La deuxième, qui n'est, je l'avoue, qu'une interprétation, nous dit que nous sommes en dictature. Qu'au fond, le grand notonnier n'est pas aimé, mais il est craint. Une crainte telle que même dans les bistrots, à quelques exceptions près, on ne dit plus rien. Mais ces exceptions vont-elles aider à fermer les bistrots ? Certes, à leur corps défendant, mais quand même. En attendant fin 2033, comme un cadeau pour les fêtes de fin d'année, on ferme les réseaux sociaux. Il ne reste que ce que vous connaissez aujourd'hui, un dialogue possible via notre IA personnel sur notre e-smart. Nous allons passer l'année 2034 à essayer de communiquer malgré tout et à continuer contre vents et marées notre travail de colibri. Mais Dieu, que la montagne est haute. 2035. Ils ont construit un asile à la place de la friche, le long de l'avenue de France. Un asile le long de l'avenue de France. Tout un symbole. Du coup, il nous faut trouver un autre endroit où nous réunir. Pas facile, surtout que depuis 2 ans, l'accent a été mis sur notre sécurité et depuis début juillet, le programme d'installation des 17 000 caméras dans la capitale se termine.
Autant dire que plus aucune agression n'est possible sur la voie publique sans être vue. A contrario, il est difficile pour tout le monde de passer inaperçu. Heureusement que les voies de la Providence sont impénétrables. L'enterrement d'un cacique de notre République, retransmis sur tous les Vérus, nous offre la solution. Son inhumation a lieu au Père-Lachaise. Et surprise, en regardant les images du cortège, on voit clairement qu'il n'y a pas de caméras de surveillance dans la plupart des allées. De plus, l'étude approfondie des lieux nous apprend qu'il y a 5 entrées différentes. On se les répartit, toi tu entres par là, moi par là, toi par ici. Et comme nous aussi, nous aimons les symboles, le rendez-vous aura lieu avenue transversale numéro 2 entre les tombes de Marcel Proust et de Guillaume Apollinaire. Un clin d'œil à la grande bibliothèque. Et c'est aussi à la recherche du temps perdu pour l'un et l'enchanteur pourrissant pour l'autre. Nous nous y retrouvons tous les premiers jeudis et les 3e mercredis du mois. Rien que le fait d'y aller est à lui seul une expédition. Je me fais fort de ne jamais prendre le même itinéraire, d'avoir l'air un jour pressé, un autre celui d'un badaud prenant l'air. Et si ce n'était pas interdit, je m'achèterais un chien. Ça serait le meilleur des alibis. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est interdit. En 2035, même la brigade cynophile a des chiens robots. Il paraît que leurs morsures sont terribles. Je ne sais si aujourd'hui ils commercialisent des robots de compagnie, mais à cette époque, ce n'était pas possible. Nos actions colibri continuent, mais au ralenti. On ne peut pas dire que notre morale soit au beau fixe, sans exagérer, c'est un moral automnal. Et puis, comme le dit une chanson perdue dans la mémoire des vieux, « Ce soir, il me vient une idée. » Avant tout, je me dois de remercier ici celui que les Vérus commencent à appeler le Grand Notonnier. C'est grâce à lui qu'un soir d'avril 2036, dérangé par mon IA personnel, j'apprends par les nouvelles obligatoires que ce Grand Notonnier a décidé, dans son infinie sagesse, de transférer le corps de maman des îles anglo-normandes au... Non, pas au Panthéon, faut pas pousser maman dans les orties quand même. Et quand je vous dis cela, je réalise que ce qu'il a décidé est peut-être pire. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2026, on peut acheter des tombes au Père-Lachaise pour les restaurer à l'identique et en faire sa dernière demeure. Notre grand notonnier a, quant à lui, prévu en ce début de printemps 2036 de détruire 6000 tombeaux sur les 70 000 que compte le cimetière. Il veut y ériger un mausolée à la gloire de maman pour les siècles à venir. C'est lui qui le dit. Je fais passer l'info chez les Boris. N'est-ce pas là un signe du destin? Notre Emmanuel résume parfaitement la situation. Nous étions les premiers fous de l'avenue de France. Réfléchissons et soyons les poltergeists de cette folie. Nous avons du temps devant nous. L'inauguration du monument est prévue pour le 14 juillet 2037. Coïncidence du calendrier ou serait-ce qu'il veuille faire de maman la nouvelle et incontournable Marianne? Chez les Boris, on attend les plans de sa dernière demeure. Et comme dans toute démocratie qui se respecte, un concours a été lancé. Dois-je vous rappeler que pour Lénine, plus de 100 projets ont concouru. Le résultat sera annoncé au peuple fébrile le jour de la rentrée des classes. Encore ce foutu calendrier. C'est indéniable que maman a beaucoup fait pour les enfants. En attendant le 1er septembre 2036, je ne sais si nous avons été de bons citoyens, toujours est-il que nous sommes autorisés à quitter la capitale pour, c'est notre IA personnel qui nous le dit, la Bretagne. Ouais, mais ma bien-aimée sera frustrée, elle n'aura droit qu'à 5 bains de mer pendant le mois et demi que durera notre séjour dans la cité corsaire. Eh oui, fini les châteaux de sable, les plages étaient déjà définitivement devenues dynamiques. Le lundi 1er septembre, jour de son dernier bain, nous devons rentrer le surlendemain. Je suis, drôle de hasard, attablé dans le même café j'irai cracher sur vos tombes. Rien n'a changé, sauf l'écran qui a doublé de surface. Le patron m'explique que c'est une des 2 obligations sous peine de fermeture administrative. Mais quelle est l'autre?
être branché sur une chaîne Vérus. L'hymne à la joie retentit, le silence se fait dans le bistroquet. Notre vénérable notonnier prend la parole. Il va, dans un de ses discours, dont il a le secret, mettre plus de 2 heures à nous annoncer que le lauréat du concours est une lauréate. Et ce n'est pas une inconnue. Elle a déjà, par le passé, su magnifier l'entrée de la lumière dans la plus célèbre des églises de France. Ici, elle a su, nous dit-il, réconcilier dans son projet notre passé et notre avenir. Il ne s'agira pas d'un monument grandiose, non. Elle propose une ferme, un élevage caprin. Un mur derrière lui s'éclaire, et que voit-on ? Au début, juste une couleur verte. Un vert qui devient petit à petit prairie. Zoom arrière, au loin un bâtiment et des taches qui gambadent dans le pré. Zoom avant, les taches deviennent des animaux qui paissent, cornes et barbiches. Ce sont des boucs. Pour rappeler la place, il y aura au milieu de la pâture un arc de triomphe sous lequel une flamme éternelle éclairera l'avenir de nos peuples. Ah là là, l'avenir de nos peuples, ce sont ses propres mots. Mais pourquoi ce pluriel ? Il aurait pu dire l'avenir de notre peuple, de notre nation, ou simplement de la France. Y aurait-il là la concrétisation de son vieux rêve de bannière étoilée comme seul drapeau ? C'est rempli de tous ces questionnements que nous regagnons nos pénates capitalistiques. 15 jours de difficultés et de tâtonnements pour parvenir à organiser une rencontre avec mes chers Boris. Et rendez-vous est pris lors de la Games Week du mois d'octobre. Rien de tel qu'un événement où, fondu dans la foule, nous aurons peut-être la chance de passer inaperçus. D'éloignement en côtoiement, tenir une conversation suivie est difficile. Mais finalement, au bout de 3 jours, oui, nous y sommes allés chaque jour pendant toute la durée de l'événement, pour parvenir, j'ose le mot, à l'exploit de définir une action. Nous la voulons spectaculaire. Ça ne sera pas cette fois une action colibri, non, ce sera une action casoar. Vous connaissez les casoars ? Pour être bref, son surnom est l'oiseau tueur. Il est même dangereux pour l'homme. Le but de cette action est d'obliger les médias Vérus à en parler. Pour être sûr de notre scénario, on décide de se laisser 1 mois à compter de l'inauguration de Marie-Antoinette. Et c'est le nom que notre Emmanuel a trouvé en référence à la fermière de Versailles. Ce délai nous amène au samedi 15 août. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Rentré à la maison, je mesure avec ma bien-aimée tous les symboles qui tournent autour de notre casoar, comme par exemple le temps qu'il nous reste avant notre action. 9 mois. Une gestation, dans un pays qui ne fait plus d'enfants. Enfin, pour ne rien laisser au hasard, nous avons prévu 3 réunions plénières afin d'affiner notre entreprise, chacun devant déjà réfléchir à un lieu capable d'accueillir les 47 Boris de notre groupe. C'est Elisabeth qui le trouve. Un garage sur plusieurs niveaux, il est considéré comme une friche industrielle. La ville cherche des investisseurs pour une utilisation écologique. C'est, nous fait-elle savoir, ce qui est écrit sur le panneau qui est accroché à la porte principale. Plusieurs Boris iront sur place pour valider la faisabilité des réunions dans ce garage. Mais donnant sur 2 rues, ayant plusieurs accès, c'est pour tous ceux qui l'ont vu l'endroit rêvé. Les fêtes de fin d'année restent une tradition très populaire dans le pays, même si les crèches, les sapins et autres décorations ont disparu. Ce Noël qui ne dit plus son nom a encore droit de citer et le pouvoir relâche sa surveillance. Par bienveillance, nous a-t-il fait savoir. Ça sera à l'occasion de cette trêve qu'aura lieu notre première réunion pour Marie-Antoinette. Une fois les effusions des retrouvailles passées, nous formons des groupes de travail pour peaufiner chaque partie de notre projet. Il y a ceux qui s'occupent de la logistique, ceux qui doivent penser à la mise en œuvre, et quant à moi, je fais partie de la commission transport, ou comment se rendre sur place sans attirer l'attention des caméras et de leurs algorithmes. Ce fut un travail intense qui a surtout débouché sur des questions, tant pour la logistique que pour l'action en elle-même. On s'est dispersé en milieu d'après-midi pour laisser le temps à chacun de déjouer la surveillance lors de son propre trajet de retour. Et ce premier rendez-vous nous a laissés heureux. Cela se voyait sur nos visages.
Nous sommes tous repartis avec une tartine de questions auxquelles nous devions répondre avant la prochaine réunion. Une de ces questions m'a causé beaucoup de soucis. Fallait-il le jour J créer une ou des diversions pour permettre au groupe Action de pouvoir se rendre sur place sans trop de difficultés? A priori c'est simple, la réponse c'est oui ou c'est non. Sauf que si c'est oui, les Boris qui seront chargés de la diversion attireront forcément l'attention de la sécurité, d'où un grand risque qu'ils se fassent arrêter. Et sommes-nous prêts à cela? Et pire encore, sauront-ils tenir leur langue? Tous ces questionnements, s'ils nous malmènent, nous font toucher du doigt la responsabilité d'être résistants. Finalement, ça ne sera pas 3 mais 5 réunions qu'il nous faudra pour perfectionner le projet et envisager tous les grains de sable qui risquent de le faire capoter. Arrive le 14 juillet. Nous nous sommes répartis les rôles. Quelques Boris ont réussi à se faire inviter sur place pour l'inauguration. Les autres regarderont la retransmission sur les médiavirus. Et on s'est partagé les tâches. Certains regardent le monument, d'autres les boucs et d'autres encore la surveillance du site. Puis le 11 août, dernière réunion au garage. Je fais partie du groupe Action. Le dernier repérage ne nous indique pas de changement notoire dans la sécurité du site. Pendant la nuit du 14 au 15, l'excitation et la peur se battent pour m'empêcher de dormir. 9 heures, enfin. L'heure du départ. Je suis à la lettre l'itinéraire prévu. Et après bien des détours, j'arrive à l'entrée principale du cimetière avec plus de 30 minutes d'avance. Je vais m'asseoir, boire un café en terrasse. À 11 heures précises, j'entre dans le cimetière. 11h30. Je suis à l'entrée du mémorial, non sans avoir fait mine d'être perdu et être passé par l'avenue Greffule pour y récupérer un sac à dos laissé par Jean dans la petite chapelle située à l'angle de l'avenue. J'aperçois Gabriel en train d'occuper les gardiens avec une histoire de graines pour les boucles. Ils ne font pas attention à moi et je passe sans avoir besoin d'ouvrir mon sac. Je me dirige vers l'Arc de Triomphe qui trône au milieu de la pelouse, avec la flamme éternelle en son centre. À droite, Michel, qui fait mine de s'intéresser au bouc, est déjà en place. À gauche, Rémi est là aussi. Et derrière la flamme éternelle, José, qui se donne l'air de déchiffrer les inscriptions sur un des piliers de l'arc à la gloire de maman. Emmanuel, lui, se recueille devant la flamme. Et je me donne une contenance en regardant la frise qui orne le haut de l'arc. À l'instar de celle de l'évolution de l'homme, il y est représenté l'évolution de maman. D'abord un berceau des années 50 du siècle passé, puis un petit garçon jouant à la poupée, un militaire en opération, une prof au tableau noir et finalement une maîtresse femme. J'avoue que la précision diabolique des situations, noyée dans un flou artistique, me laisse pantois. Et dire que demain, ça sera dans tous les livres d'art ou dans les manuels d'histoire. À ce moment précis, je ne suis plus là, je suis devenu le quidam type du visiteur lambda. Je suis bien loin de notre action. Et c'est la canne de tout d'Emmanuel qui me ramène à la réalité. Canne de tout contre laquelle j'étais lors de nos répétitions. Je trouvais que c'était une perte de temps, un détour qui ne pourrait qu'attirer l'attention de la sécurité du site. Emmanuel m'avait rétorqué que c'était au contraire un rappel, pour que l'action à venir soit aussi rapide que précise. Il ne faudra pas que j'oublie quand tout sera fini de lui dire qu'il avait 100 fois raison. Bref, sa canne de tout terminée, il lève la tête, remet son chapeau, c'est le signal. José, Michel, Rémi et moi ouvrons nos sacs et aspergeons la pelouse d'essence. Nous sortons de l'enceinte, Emmanuel craque une allumette, le pré prend feu, les boucs prennent peur et foncent vers la sortie, les visiteurs eux aussi s'enfuient, les gardiens sont débordés. Dans le cimetière, 15 Boris sont chargés de canaliser les boucs vers les sorties. 20 heures. L'heure de la grand-messe des Vérus. Le titre d'ouverture. Les 666 boucs du mémorial de maman ont envahi la capitale. Le présentateur explique. Un incendie autour de la flamme éternelle, probablement d'origine criminelle, a rendu les bêtes folles. Certaines ont déjà traversé la Seine. Les forces de l'ordre maîtrisent la situation. Puis il nous montre le grand notonnier en vacances dans son fort préféré, donnant ses ordres par téléphone. « C'est une guerre. Dites au ministre de la Force publique de prendre le décret pour un confinement total.
sans exception aucune, et ce jusqu'à nouvel ordre. Puis on le voyait plonger dans sa piscine. Mais là, surprise, les habitants de la capitale, au lieu d'obéir, sont sortis en masse dans les rues faisant face, dans certaines d'entre elles, aux forces publiques, et dans d'autres à quelques boucs qui, après avoir voulu les charger, s'étaient ravisés et, devant le nombre, avaient pris la fuite. Forte de ces petites victoires, la population avait décidé de manifester Bastille-Nation. La force des habitudes historiques, sans doute. Quelques-uns ayant retrouvé dans quelques malles oubliées une chasuble jaune l'avaient revêtue. Quant aux Médiaverus, ils montraient les boucs ayant réintégré le mausolée de maman, ou encore notre grand notonnier expliquant à son intervieweur qu'il restait quelques bêtes dans les rues et que le confinement serait levé dès qu'elles auraient réintégré le monument. Pour vous dire la vérité, la réalité était tout autre. On voyait ici et là de la fumée s'échapper de cours intérieures et en s'approchant, une odeur de barbecue emplissait vos narines. L'instinct du chasseur avait repris le dessus. Ce que ne dirent pas les Vérus, c'est que notre grand notonnier, dans son infinie sagesse, avait fait appel à la force européenne pour mater ce qui aurait pu devenir une révolution. 3 semaines et le confinement fut levé. On rangea les chasubles jaunes, l'odeur de la viande grillée devint un souvenir. Quelques mois plus tard, on frappe à la porte de notre appartement. La brigade spéciale vient nous arrêter. Lors des interrogatoires, j'arriverai à mettre hors de cause ma bien-aimée. Cela va faire bientôt 10 ans. Il n'y a pas eu de procès, non. J'ai été déclaré irresponsable et enfermé ici. Merci. Merci d'être venu me voir. Ah, une dernière chose avant que vous ne partiez. Il faut que je vous dise que tout ce que je viens de vous raconter n'a pas existé. Non, c'est le pur produit de mon imagination. Nous ne sommes pas en 2047, nous ne sommes qu'en 2026. Mais vous savez, dans les histoires, il y a toujours un mais. Si aujourd'hui aucun Boris ne se lève, demain il sera trop tard. Et peut-être que mon histoire deviendra une prophétie. Alors s'il vous plaît, faites-moi mentir.